Bonjour, mesdames, messieurs. La justice sénégalaise, le temps des assises, à la veille du dialogue initié par le président de la République, un coup de projecteur sur un secteur qui fait face à plusieurs défis. Diagnostic et pistes de solutions avec M. Demba Kandji, médiateur de la République, ancien président de la Cour d'appel de Dakar. Bonjour, M. Kandji. Merci beaucoup, M. le médiateur. Bonjour, M. Nying. Et merci de me recevoir. Merci surtout à la RTS qui va m'offrir, je pense, pendant quelques minutes, une fenêtre d'exposition pour parler de mon institution d'abord, mais également de la justice qui semble être au devant de la scène. Très bien. Voilà. Alors, l'intérêt est double de cette invitation. Vous êtes, je l'ai dit, magistrat de formation, en plus d'être médiateur de la République qui reçoit naturellement des réclamations d'usagers du service public de la justice. Double casquette donc qui nous permet de mieux comprendre. Alors si on parle de redorer le blason de la justice, si on parle de réconcilier cette institution avec le peuple au nom duquel cette justice est rendue, ça veut dire que le mal est peut-être profond. Quel est l'état général de la marche de l'institution judiciaire, de votre point de vue? Merci beaucoup. Bon, si c'était dans mon autre vie, oui. Et à l'occasion d'un jugement, dans quoi je n'aurais pas pu dire dès l'abord, disons à prime abord comme ça, redorer le blason. Ça veut dire que le blason est terni. Oui. Ce serait un préjugé. Je pense qu'on nous convie à des assises, les gens et les autres vont y venir avec leurs sentiments. Je pense que c'est le lieu de faire. Moi, je pense qu'on vit à un état de lieu. Un état de lieu. Et je pense que moi, en tant que médiateur de la République, je suis impliqué doublement. Parce que mon rôle est d'abord d'intercéder en faveur des citoyens auprès des administrations. Et l'administration la plus importante dans un état de droit, le service public le plus sollicité dans un état de droit, c'est le service public de la justice. Aujourd'hui, c'est ce service public qui est en cause. Je le fais donc en tant que citoyen, mais également en tant que médiateur. Hormis ma casquette de magistrat, d'ancien magistrat, mis à part ma casquette d'ancien magistrat, parce que, vous savez, parler de la justice, pour le médiateur, dans ces débats auxquels on nous convie, c'est quand même, disons, ça participe des pouvoirs même de l'institution du médiateur, qui doit pouvoir, chaque fois que de besoin, sans même qu'on le lui demande, adresser à la haute autorité des propositions de réforme. Parce que le médiateur a un pouvoir de proposition. Et c'est à ce titre que moi, je me suis toujours intéressé à la marche de la justice. Bon, suivant les réclamations qui me sont adressées ça et là, bon, il m'arrive parfois de me rendre compte que l'accès à la justice n'est pas suffisamment, disons, grand, en tout cas n'est pas tellement large pour que tous les citoyens puissent venir en justice et s'exprimer. Ça, c'est déjà un problème. Il m'est déjà arrivé, dans le passé avec l'autre régime, d'adresser des recommandations et des réflexions par rapport à l'ouverture de la justice aux associations de citoyens, face à peut-être, disons, la vulnérabilité que représentent les enfants, parfois même les femmes, dans les violences. Et il serait bon, et je l'ai toujours suggéré, d'ouvrir l'accès des tribunaux à des associations de défense vouées à la défense des enfants et des femmes. Ce serait quand même bon que le citoyen puisse, sans avoir été directement, disons, victime d'une infraction, né de l'infraction, comme on dit, subir un dommage directement né de l'infraction pour se constituer partie civile, il serait bon que des associations qui œuvrent dans des domaines particuliers, mais en tout cas des domaines tout à fait sensibles et peut-être d'intérêt général, puissent quand même accompagner ces gens. Très bien. C'est vrai, vous touchez du doigt quelques éléments du problème liés à l'accès au service public de la justice, mais tout à l'heure, vous sembliez dire que la perception qu'on a toujours du fonctionnement de la justice n'est pas avérée, non? C'est pas que ce n'est pas avéré,
Mais moi, j'ai un sentiment mitigé. Peut-être que moi-même, j'ai un parti pris. Hein. Mon passé ne me rend pas tout à fait neutre. Oui. Mon ancienne vie. Mais je voudrais juste dire qu'il y a toujours une perception, bonne ou mauvaise, de la justice. L'idéal, c'est que la perception majoritaire des citoyens de leur justice soit bonne. Bon, ce n'est pas le cas. Ici et ailleurs, la perception est rarement bonne, mais rarement, en tout cas, très bonne. Au-delà de... ne va que très rarement au-delà de 50-51% dans les grandes démocraties. En encourageant mes compatriotes, la perception n'est pas bonne. Il faut l'améliorer. Et c'est pour cela que la haute autorité convoque ces assises. Et je pense que moi, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord me réjouir de ce que ces assises soient convoquées au tout début d'un mandat. C'est la première fois et je pense que c'est une opportunité très grande qui s'offre à tous les acteurs de la justice d'y aller sans préjugés, mais d'y aller avec générosité pour mettre le doigt, disons, pour apporter leur contribution. Pour apporter leur contribution. La perception, on peut l'améliorer. On doit toujours avoir tendance à l'améliorer. Et c'est pourquoi ces assises me paraissent quand même être une opportunité pour les acteurs de la justice, pour les citoyens, parce que la justice est rendue au nom du peuple. Je voudrais juste dire que, avant aujourd'hui, hier, il y a eu des soucis de cette nature. Le juge africain a connu des voies de contournement, des voies d'évitement par le plaideur. C'est ce qui nous a amené à l'OHADA, à la CCJA. La CCJA qui est une cour suprême supranationale, située à Abidjan, qui a dessaisi nos cours suprêmes nationales de leur droit de regard sur le contentieux commercial, le droit des affaires. C'est un contournement au plan institutionnel, mais également accompagné d'un contournement au plan normatif par la législation OHADA, du droit commercial. Avant cette OHADA, il y a eu également un autre contournement au plan normatif, c'est le Code ciment. Le Code ciment qui a, face à une indemnisation plus ou moins, disons, regardée comme excessive du juge civil, à l'occasion des dommages corporels nés des accidents de la circulation. À l'époque, nous appliquions notre Code des obligations civiles et commerciales. Mais le Code ciment est né de la volonté du marché des assureurs de mettre un terme à ce mode d'indemnisation libre du juge, la liberté d'appréciation du juge, en mettant en place un barème. Vous êtes blessé suite à un accident de la circulation, vous ne pouvez pas faire la réclamation devant le juge avant 1 an. Vous êtes blessé, vous avez perdu un membre supérieur, on vous dit il est tarifé à temps. Le juge ne fait qu'appliquer un barème. Ça, c'est un mode de contournement qui est né et qui participe de ce souci vraiment de réguler encore notre justice. Donc notre justice est contournée, évitée depuis très longtemps par la voie normative et la voie institutionnelle. Donc tout ça, ça reflète des perceptions, de mauvaises perceptions. Aujourd'hui, il est heureux donc, comme je le redis, qu'on nous reconvoque, des assises pour reparler, en tout cas pour réconcilier, c'est la finalité, le justiciable avec sa justice. D'accord. Aujourd'hui, en évoquant ce système, toute cette architecture, je veux dire, supranationale, vous peut-être évoquez des avancées, le bon côté, en tout cas, de cette perception-là. Finalement, dans quelle matière on constate plus de problèmes? Moi, je pense que tout ce qui s'exprime, sans même le dire, indexe la justice pénale. Okay. C'est la justice pénale telle qu'elle est distribuée. On nous parle des longues détentions, on nous parle de régime carcéral, on nous parle, disons, de liberté d'appréciation. Voyez-vous, je pense que c'est le juge pénal qui est beaucoup plus
en cause aujourd'hui. Oui. Et c'est bon qu'on revoie les choses. Mais moi, je voudrais quand même inviter tout le monde à la prudence. Il est bon de se dire que le droit que nous distribuons aujourd'hui, la justice que nous distribuons, s'appuie sur des règles, des dispositions qui sont d'essence supranationale. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons consenti, avec nos ouvertures, avec notre participation aux différents marchés mondiaux, nous avons consenti à des abandons de souveraineté qui ne nous permettent plus de légiférer comme nous l'entendons, en toute souveraineté, comme des monades, disons, enfermées dans leur univers. Nous sommes obligés de nous ouvrir sur le monde. Les lois, pour l'essentiel, que nous appliquons, proviennent de conventions, de traités, signés par le Sénégal, internalisés via notre Parlement, transformés en lois que nous appliquons. C'est quoi? C'est majoritairement, quand on parle de l'OFNAC, quand on parle de lutte contre la corruption. Mais la lutte contre la corruption, c'est la convention de Palerme. C'est la convention, disons, de Mérida. Oui. Quand on parle de transnationalité, de lutte, de criminalité transnationale organisée, c'est la convention de Palerme, c'est la convention de Mérida. Dans l'un ou l'autre des cas, il y a des choses que nous ne pouvons pas, qui ne nous appartiennent pas, que nous partageons avec d'autres. Parce qu'aujourd'hui, la criminalité s'internationalise à cause des frontières qui sont devenues virtuelles et nous sommes obligés de tenir compte, disons, d'une coopération. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez transférer frauduleusement de l'argent, il vous faut appuyer sur un bouton, c'est un SWIFT. Vous transférez des milliards dans une autre banque des Açores. D'accord. Donc ce genre de criminalité ne peut se traquer et se juger que grâce à une coopération internationale. Si vous n'avez pas les mêmes codes de conduite, les mêmes règles, vous ne pouvez pas coopérer avec les pays dans lesquels on a transféré. D'accord. Donc vous voulez dire que de la même manière qu'on est soumis à des facteurs exogènes, pour donner l'exemple des relations commerciales que nous avons, ou en tout cas de l'application de certaines mesures liées à cela, donc de la même manière, on est obligé de tenir compte de conventions internationales dans le cadre de la réforme de la justice. Notre législation propre. Si nous avons des lois qui ne sont pas votées et élaborées de manière à prendre en charge, disons, les perceptions qui sont plus ou moins, disons, une contexture universelle, le même problème qui se pose, vous le retrouvez dans la loi française, vous le retrouvez dans la loi burundaise et dans la loi portugaise, par exemple. C'est comme ça qu'on coopère. Mais si vous ne défendez pas les mêmes valeurs, parce que le droit pénal, c'est très simple. C'est un droit qui est venu simplement, qui a pour mission de protéger nos valeurs. Quand nous nous sommes entendus en hommes civilisés pour nous retrouver et aller ensemble. Nous avons cessé nos guerres entre tribus, ce qui s'appelait Fall ne se combat plus avec ce qui s'appelait Diop, ainsi de suite. Tout le monde s'est retrouvé sous le même, disons, dans le même cercle. On a déposé des valeurs en disant la personne humaine est sacrée. Le bien d'autrui, il est sacré. Ainsi de suite. On ne s'agresse plus mutuellement, sinon on encourt telle peine. C'est exactement comme ça que le droit pénal doit être régulé. Si maintenant nous écrivons notre droit à partir de notre bon vouloir et de notre perception seulement de Sénégalais, nous risquons d'aller à l'encontre, en tout cas, de ce que voudrait peut-être la coopération et disons, même entre nous et la Guinée, entre nous et la Côte d'Ivoire et autres, dans notre ensemble. Donc on a beau vouloir réformer, on est obligé de tenir compte de certaines choses. Voilà, justement, parce qu'il y a en dessous les droits de la défense, les droits de l'homme et autres. On a tendance, quand on voit les films et autres, à croire que tout est différent. Quand le policier vous arrête aux États-Unis, il vous lie vos droits. Oui. Vous avez le droit de vous taire, ainsi de suite. On se dit que, bon, chez nous, ça ne se fait pas.
c'est quand même une fausse perception, en tout cas une perception erronée. Le policier vous lit les droits, parce que le policier, c'est presque, disons, il coagit avec le procureur. Il n'y a pas de juge d'instruction. Ici, le policier, ce qu'il fait dans son procès verbal, ce n'est pas du tout la justice. On vous dit, c'est un simple renseignement. Il vaut, jusqu'à preuve du contraire, c'est un simple renseignement. Une enquête préliminaire, quoi. Ce n'est pas encore la poursuite. La poursuite commence avec le réquisitoire du procureur. Quand il vous amène devant le juge d'instruction, celui-là vous lit les mêmes droits que vous avez entendu lire le policier aux États-Unis. Il vous dit, vous avez le droit de garder le silence, vous avez le droit de prendre un avocat, vous avez le droit, ainsi de suite. Très bien. Ce que vous me direz pourrait se retourner contre vous. Voyez-vous? Oui. Donc, c'est les mêmes droits, ça participe des mêmes conventions internationales que les États-Unis ont internalisées, que nous avons internalisées. Maintenant, là, c'est la justice anglo-saxonne aux États-Unis. Ici, c'est la justice romano-germanique. Voilà la différence. Très bien. Alors, en général, on constate que les dossiers qui impliquent des acteurs politiques font plus de bruit. Certainement, il y en a d'autres qui sont plus importants. Comment faire aujourd'hui pour que ces procès politiques-là ne permettent pas de fausser la démarche? Oui, les hommes politiques africains, je dis bien, j'assume, les hommes politiques africains, ils se sont arrogés, à mes yeux, une immunité de fait. Quand ils sont attirés en justice, ça fait trop de bruit. Ça fait trop de bruit. C'est peut-être leur perception de la chose. Bon, je pense aussi que c'est la perception, c'est la démarche qu'utilisent les États et les exécutifs. Et qui fait que, quand un homme politique est attrait, il pense que c'est son adversaire de l'exécutif qui est derrière le rideau. Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, le tumulte vient des affaires dans lesquelles sont impliqués les hommes politiques. Oui, dans le procès pénal d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'affaires politiques, par exemple? Il n'y a pas d'affaires politiques. Au pénal, c'est que du droit commun. Sauf si on vous dit la haute cour de justice. Ça peut être peut-être une cour à connotation politique parce que c'est des parlementaires qui sont juges avec un seul juge qui est peut-être et un procureur qui sont des professionnels du droit. Tout le reste, c'est des politiques. La mise en accusation, c'est le Parlement. Ça, on peut le dire. La haute cour de justice qui juge le président de la République et les ministres. Mais en dehors de ça, tout est du droit commun. Il n'y a pas de juridiction d'exception. Quel est le problème alors? Et je ne sais pas. Je pense que c'est une perception, c'est exactement la perception qu'ils ont, que leur rencontre avec la justice est toujours source de conflit. Je pense que c'est à ce niveau que les uns et les autres gagneraient à s'éduquer. Gagneraient à s'éduquer. Oui. C'est vrai, il n'y a que du droit commun, mais dans l'ère du temps, je donne l'exemple de la reddition des comptes. Aujourd'hui, c'est à la faveur du changement de régime. Vous disiez tout à l'heure que du fait des conventions qui s'imposent à nous, ça devait être peut-être un exercice naturel et normal. Mais on voit que, voilà, il y a un problème. Aujourd'hui, hier et peut-être demain, ça ne se fera que pendant les changements de régime. Oui, mais je pense que c'est toujours bien, parce que ces redditions de comptes dont on parle, il y aura des affaires qui seront peut-être initiées par le régime qui commence à s'installer, mais il y a d'autres affaires qui seront appelées prochainement, peut-être, on en a parlé, et je pense que ce sont des affaires qui étaient là. Tout cela participe de la reddition des comptes. Moi, je pense que c'est un exercice naturel et normal dans un état de droit. Ce que je déplore, moi, en tant que médiateur de la République, parce que défenseur des droits de l'homme, de mes concitoyens, surtout des défenseurs des droits de mes concitoyens, c'est quand même la publicité qui accompagne le procès, la condamnation avant jugement. Par l'opinion, hein? Par l'opinion. Parce que l'opinion qui se fait une idée en disant tel est épinglé, si le juge dit relax,
acquitte, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Le mal est déjà fait. C'est de là que naît la mauvaise perception. Parce que l'opinion juge et condamne avant le juge. C'est ce qu'il nous faudra éviter. Je ne sais pas comment on va le faire. Je n'ai pas de panacée vraiment, de solution à proposer, mais je pense qu'il faudrait, dans un état normal, dans un état de droit, quand un problème naît et qu'il doit recevoir une sanction judiciaire, une solution judiciaire, il vaut mieux poursuivre. Poursuivre naturellement par la police et la gendarmerie, les corps de contrôle et autres, acter devant le procureur, saisir le juge d'instruction, saisir le tribunal et faire condamner ou absoudre par un juge. Notre système, ce qui fragilise notre système, et je défie tout le monde, tous ceux qui pensent le contraire, d'aller faire les statistiques. Ce qui a beaucoup fait mal à la justice pénale, c'est des poursuites qui se sont toujours terminées par une liberté provisoire. Un placement sous mandat de dépôt, 3 mois après, une liberté provisoire. Il n'y a jamais eu de jugement. L'opinion te dit que bon, ça se règle entre le procureur et le juge. Et surtout le procureur, il est mis sur la sellette. Quand un système fonctionne réellement, quand quelqu'un est appréhendé, sa mise en détention, ça ne doit pas être le procureur, ça doit être un juge. Il nous faut revenir à ce système. Les flagrants délits dont on parle, ce n'est pas le procureur qui doit placer sous mandat de dépôt. Je regrette. Il doit être nommé un juge. Ça existait avant dans notre système. Il doit être nommé un juge pour examiner le bien fondé des poursuites et placer la personne si elle mérite la détention. Tout le monde ne mérite pas d'aller en détention, même en flagrant délit. C'est ça qui fait que le contact avec la justice, c'est ça qui fait que la justice rebute surtout. Les flagrants délits, ça fonctionne. On en fait trop. On distribue les mandats de dépôt. Il y a des peines quand la personne bénéficie d'une garantie de représentation. Il y a des délits dans lesquels on ne devrait pas faire recours à la prison. Avant, de notre temps, nous, c'était un juge. Les procès-verbaux et les réquisitions de procureur étaient déférés devant un juge pour examiner le mérite. C'est pourquoi moi, quand on dit le juge des libertés au Sénégal, mais on a beau mettre un juge des libertés, à quoi ça servirait chez nous? Ce serait un juge comme les autres. Dans le même contexte, un juge des libertés, c'est quoi? Vous placez un juge des libertés, toute l'opinion dit, voilà, écoutez, il a fait. Il ne va pas le laisser partir. Il va recourir à la prison. C'est le recours systématique à la prison qui constitue peut-être une source de refuge pour les juges ou pour les procureurs. Ce n'est pas bon. On a l'habitude de dire que il a les mains liées, le procureur. Bon, ça on dit qu'il a les mains liées quand on invoque des articles, je ne sais pas, 139, des articles 80 et autres, ou dans les matières comme, dans les procédures comme le détournement de deniers publics et autres, les offenses au chef de l'État. Mais l'idéal, c'est de restituer au juge dans beaucoup de domaines sa liberté d'appréciation. Il en est privé. Il en est privé grandement. Le juge des libertés, pour moi, ça a existé. Le procureur de la République ne doit pas placer sous mandat de dépôt. Il doit exister un juge dans chaque juridiction pour examiner le bien fondé ou non de la mise en détention. D'accord. Pour reprendre cette question liée à la reddition des comptes, le garde des Sceaux a annoncé des suites judiciaires après la publication de ces rapports-là. Évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, certains redoutent un règlement de compte politique, surtout ceux qui sont visés. Que faut-il donc faire, à votre avis, pour éviter de tomber dans ces travers-là? Non, moi, je ne pense pas à un règlement de compte politique. Si tout fonctionne bien, il n'y aura pas de règlement de compte. Il faut que les juges soient à leur place, le parquet à sa place. C'est le parquet qui poursuit. Il faut que les juges soient dans un climat de sérénité qui permette d'examiner le bien fondé ou non, disons, de la demande de titre de détention ou pas. Parce que, bon, ce n'est pas parce que simplement on vous accuse d'avoir diverti dans votre comptabilité
20 millions ou 30 millions, qu'il faille vous priver de votre liberté. Vous avez peut-être une garantie de représentation, vous avez des moyens de cautionnement, beaucoup de choses. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on fasse plus ou moins, nous-mêmes, aux citoyens, confiance à notre justice. Nous sommes obligés. Nous sommes obligés. Mais si nous voulons, si déjà la rue réclame, parce que simplement, c'est la médiatisation qui fait ça, la rue réclame la mise en détention des gens qui sont plus ou moins épinglés, parce qu'ils disent épinglés, je n'aime pas ce mot depuis lors. Oui. Épinglés, je pense que ce serait difficile. Parce que le juge est un humain. Hein. Oui, on parle souvent de demande sociale, par exemple. Est-ce que c'est un terme avéré? Je ne suis pas d'accord. La mise en détention d'autrui ne peut pas être une demande sociale. Je suis désolé de le dire. Ça fait mal, ce n'est pas bon. Comment ça peut être une demande sociale? C'est un a priori, ça. C'est un préjugement. Ce n'est pas la peine d'aller devant les juges si c'est une demande sociale. Il n'y a qu'à construire des prisons privées. Non, je ne pense pas. Donc finalement, il faut y aller avec sérénité de votre point de vue. Sérénité, oui. Sérénité. La justice, elle est bonne, c'est notre justice. C'est un Sénégalais qui en juge un autre. Elle est bonne ou mauvaise, c'est le Sénégalais qui juge un autre Sénégalais. Maintenant, faisons en sorte de nous faire mutuellement confiance et d'améliorer les choses. Il ne sert à rien de jeter les institutions que nous avons. Moi, je pense que l'idéal, c'est de leur donner les moyens de fonctionner et d'accomplir convenablement leur mission. C'est possible encore. Tout à l'heure, vous le disiez, il faut donner au juge sa liberté d'appréciation. Il en est privé. Il en est privé. Ça veut dire grandement, dans beaucoup d'affaires. Détournement de deniers publics, on vous dit si ça dépasse 250 000 ou 500 000, si le monsieur ne restitue pas ou ne rembourse pas. Rembourse, ils disent. Quand on rembourse, on en reconnaît. Rembourser, c'est connoté. Quand on rembourse, on doit. C'est qu'on doit. Oui. Si le terme remboursement, s'il ne rembourse pas, on le place. Si ça dépasse 500 000 ou 250 000. Mais ça, c'est une liberté d'appréciation du juge qui est complètement niée. Les gens parlent de l'article 80, mais les articles 152 et suivants du Code pénal, du Code de procédure pénale, c'est exactement ça. Le juge, dans bien des cas, n'a pas de pouvoir d'appréciation, sauf à dire « je refuse d'informer ». Et le refus d'informer est encadré par la loi. C'est des cas d'ouverture strictement limités. Donc je pense que dans notre droit à nous, il y a beaucoup de faiblesses qui tiennent à ce que le juge n'a pas sa liberté d'appréciation. Oui. Même dans des cas comme la liberté d'opinion ou d'expression, en lien avec cet article 80. Mais quand on vous dit si le procureur requiert en visant tel article, le juge est lié. Il est lié. Moi, je suis d'accord. Oui. Il est lié. Sauf à dire, je refuse d'informer. Il y a le refus d'informer. Mais le refus d'informer est fondé sur des cas d'ouverture, des cas précis. Ce n'est pas toujours qu'on peut refuser d'informer. C'est quand la cause n'a pas de base légale, très souvent. Et il y a souvent de la base légale. Hein? Il y a souvent une base légale. Donc voilà des choses qui font que, bon, le juge, il est toujours accusé. Oui. Et il ne peut pas, le juge n'est pas du tout, disons, autorisé à se défendre. En dehors des motivations des motifs qui précèdent sa décision, le juge ne peut pas se défendre. S'il est attaqué, il doit se défendre comment? Il se tait. C'est son chef de juridiction ou son chef de cour qui est obligé, de par les statuts, de prendre la parole pour le défendre. S'il est injustement attaqué. On ne le fait pas ici. Il y a une autre question qui mérite quand même véritablement une vraie analyse, peut-être pour permettre aux autorités de légiférer, parce qu'il y a une loi qui est en gestation. C'est la question liée à la protection des lanceurs d'alerte. Ça fait partie des réformes annoncées. Comment faire, de votre point de vue, pour séparer carrément ce qui relève de la liberté d'expression, d'opinion, et peut-être ce qui serait peut-être de la délation ou voilà, des injures Moi, ou toutes sortes que nous, association des médiateurs de la francophonie,
nous travaillons beaucoup sur les lanceurs d'alerte. Et notre pays ami, le Maroc, est très, très, très avancé là-dessus. Je pense qu'il nous faut éviter. Parce que chaque pays doit contextualiser en fonction de sa cosmogonie, de son contexte social. Chaque pays doit domestiquer cette loi en tenant compte de ce qui peut être une difficulté. Parce que si c'est parti, on ne pourra pas arrêter. On va créer des gens qui, après les journalistes, parce que la presse est lanceur d'alerte. Il y a beaucoup de crimes et délits qui sont révélés par la presse. Oui. Par la presse au grand jour, de façon très professionnelle. Je pense que nous devons étudier au lieu d'importer. Nous devons contextualiser en fonction des sensibilités culturelles. J'ai vu des lanceurs d'alerte, et c'est ce que moi je veux éviter. Dans des pays d'Afrique centrale que je ne nommerai pas, des journalistes notamment, mais se faire assassiner. Ils sont nombreux. Oui. Se faire assassiner. Il faut que l'opinion soit préparée. Il faut que l'opinion soit préparée. Il faut que la loi soit partagée. Il faut que la loi soit partagée. Mais bon, ex nihilo comme ça, la loi, elle s'applique. Quand elle est votée, tout le monde l'applique. Tout le monde se soumet à l'autorité de la loi. Mais je pense que plutôt que d'aller vers ce qui pourrait déchirer le tissu social, il faut quand même préparer l'opinion. Mais aujourd'hui, ça va dans tous les sens, hein, d'un côté comme de l'autre. Pouvoir comme opposition, on voit que chacun a ses... C'est ce qui est regrettable. Oui. C'est ce qui est regrettable. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers la sérénité. Bon, je pense que notre pays vient de sortir quand même d'élections qui sont saluées par l'opinion internationale. Je pense que le mieux pour nous, c'est d'aller au travail. D'aller au travail, la main dans la main. La politique, c'est une chose. Ceux qui la font, ils la feront. Mais il faut qu'on sache que tout le monde n'a pas opté pour faire de la politique. Exact. Il y a une minime partie de citoyens qui font de la politique, mais d'autres citoyens servent leur pays en faisant beaucoup plus dans l'anonymat. Moi, je pense que... Ce sont des associations privées, d'ailleurs, les partis politiques. Il faut qu'on arrête un peu ça et qu'on aille au travail. Alors, l'indépendance de la justice, justement, parce que finalement, c'est de cela qu'il s'agit, d'après ce qu'on vient de dire, c'est l'idéal dans le débat qui est posé, l'indépendance. L'on évoque souvent cette indépendance en relation avec l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai sous les yeux d'ailleurs la contribution que vous avez produite dans la perspective de ce dialogue-là. Alors, est-ce que cet organe, dans son état actuel, peut garantir cette indépendance? Bon, si je voulais être péremptoire, j'aurais dit non. On n'a pas de Conseil supérieur de la magistrature au Sénégal. On n'en a pas? Actuellement, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'on a alors? On a une réunion qui s'appelle réunion du Conseil supérieur de la magistrature, mais qui ne fait faire qu'une chose, affecter des magistrats. C'est des réunions de mutation. En dehors de la réunion du Conseil disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez ça? C'est un organe dans lequel vous ne voyez pas de magistrats. En dehors du Conseil de discipline, le Conseil supérieur fonctionne que pour des réunions d'affectation. Ça, c'est marginal. Non, c'est tout à fait marginal. Alors que le Conseil supérieur de la magistrature, justement, c'est la citadelle de la justice. Dans notre Constitution de 1960, la justice n'était pas un pouvoir. La justice était une autorité judiciaire, comme en France actuellement. Mais le Conseil supérieur, disons immédiatement dans le chapitre consacré au corps judiciaire, au pouvoir judiciaire, au corps judiciaire, il était dit le président de la République est le président et le garant de l'indépendance de la justice. Il est assisté du Conseil supérieur de la magistrature. Immédiatement après les événements de 1962, tous ceux qui lisent, la première réforme intervenue en 1963 a enlevé tout ça. Le Conseil n'apparaît plus comme un organe qui assiste le président de la République. Il n'est plus garant de l'indépendance de la justice, donc. Il n'apparaît plus comme ça dans ses fonctions. Cela peut se comprendre parce que nous sortions des événements de 1962.
le président a voulu renforcer ses pouvoirs. Voyez-vous. Et depuis lors, les 5 réformes qui ont suivi constitutionnelles ont continué à dégrader le Conseil dans son positionnement constitutionnel. Bon, je pense que moi, je le dis, je défends l'idée, et je voudrais juste que les autorités se disent une chose. La Constitution dit les pouvoirs dans l'État sont l'exécutif, le parlementaire, le législatif et le judiciaire. Mais où est le judiciaire? L'exécutif, on le situe au building administratif et à la présidence de la République. Le Parlement, tout le monde sait que s'il est situé à l'Assemblée nationale, il n'y a pas le judiciaire. Le tribunal, là, le palais de justice. Le tribunal, non. Donc, il y a 45... Non, c'est pas ça. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de pouvoir judiciaire au Sénégal? Non, incarné par un conseil supérieur qui défend l'indépendance de la magistrature. Parce que ça, je reviens à votre question. Par-delà son rôle de défense, de conseil du président de la République, garant de l'indépendance de la justice, le Conseil supérieur est garant de l'indépendance de la justice. Voyez-vous? Oui. Donc, il doit exister comme tel. D'accord. C'est le seul corps, qu'on le veuille ou non, la magistrature est le seul corps dans cet État à avoir un organe de cette nature qui parle de son indépendance. C'est quand même la première sécurité que réclame le citoyen. Si la Constitution dit indépendance, depuis la Constitution, on dit les juges sont indépendants. Mais il faut leur donner les moyens d'assumer cette indépendance. Mais le problème, monsieur le médiateur, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs de la justice ne posent pas le débat sous cet angle-là. Ce qui revient souvent dans le discours, c'est la question liée à la présence même, ou à la présidence du chef de l'État. Dans notre contexte, cet organe, oui. Dans notre contexte, si le président et le ministre quittaient, qu'est-ce qui resterait? Rien. Qui convoquerait? Personne. Que des magistrats. Non. Il n'y a pas un organe qui fonctionne. Pour être un conseil supérieur, il n'y en a pas. Allez au Burkina, ici. En 2015, ils sont venus ici faire leur, leur immersion. Quand il a fallu peut-être après quitter la transition pour, aller vers le statut de 2015. Mais ils se sont dotés d'un conseil supérieur qui peut quand même faire, inspirer tout le monde. Avec un secrétariat permanent fort, un budget, une administration, voyez-vous. Mais c'est ça un conseil supérieur. Moi, je ne le dis pas, moi, le conseil supérieur ne me gérera plus. Moi et d'autres. Mais vous voyez pourquoi ce n'est pas bon. Les magistrats, ils s'éparpillent. Et on est magistrat, aujourd'hui, on le sera éternellement à cause du serment qu'on prête. Parce qu'on ne peut pas être délié du serment de magistrat. Vous voyez des magistrats qui sont partis à la retraite, qui se croient libérés, qui parlent comme ils veulent parce qu'ils ne sont plus engagés par quoi que ce soit. Cette obligation de réserve qui est violée à longueur de journée, s'il existait un conseil supérieur, ces magistrats-là qui sont plus ou moins en déshérence, ils s'y retrouveraient. Pour une raison ou pour une autre, en France, partout, ces anciens magistrats servent encore la cause. Servent encore la cause en recevant des citoyens qui se plaignent de la justice, qui se plaignent de tel ou tel, parce qu'il y en a beaucoup. Tout ça, c'est des comités de veille, c'est des comités qui font avancer les choses à l'intérieur du Conseil supérieur. Moi, c'est en cela que je veux attirer l'attention des gens sur la nécessité quand même de repositionner le Conseil supérieur. De le repositionner dans le dispositif constitutionnel. Mais le repositionner avec la présence de l'exécutif. Moi, je suis pour que l'exécutif y soit. Vous savez pourquoi? Les magistrats, en tout cas l'Union des magistrats qui va m'entendre, n'est pas contre la présence. Parce que nous avons travaillé là-dessus. Nous ne sommes pas contre, nous au Sénégal, la présence de l'exécutif. On ne le dit pas pour plaire à l'exécutif. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas contre? Pour aller voir le président de la République, c'est très difficile, il faut solliciter une audience. Et tous les magistrats ne peuvent pas le faire ensemble. En marge du Conseil, quand nous venons au Conseil, nous venons avec d'autres propositions dont nous discutons avec d'autres projets, dont nous discutons avec le président, comme des audiences qu'il nous aurait accordées. C'est à ce moment-là, en ces moments-là, que nous réglons des problèmes, les problèmes de nos juridictions, voyez-vous, nos difficultés. Le contact avec le président n'est pas inutile. Ensuite, tous ces gens qui veulent faire... Moi, je ne suis pas le francophone qui voudrait
qui croient que tout ce qui vient de l'autre côté de la frontière est meilleur que ce qui se produit ici. Le modèle sénégalais peut exister. Quelque part, le président de la République, un conseil supérieur, mais ces nominations, c'est une compétence liée, c'est une compétence formelle. Le président, il est vrai, nomme à tous les emplois civils et militaires. Mais dans son bureau, il dit « préparez-moi tel décret », il non. C'est ça. Il ne peut pas le faire en conseil supérieur. En conseil supérieur, il y a un débat qui précède la nomination. Et je n'ai jamais vu, moi, un président de la République, et j'en ai vu au moins 2 dans un conseil supérieur. Vous n'avez pas encore vu le... Non, non, je ne le verrai pas en conseil supérieur parce que moi, je n'irai plus en conseil supérieur. Mais je veux juste vous dire que la compétence du président est une compétence formelle. Quand il nomme un président, un magistrat, il le nomme à l'issue d'un débat nourri par les membres de droit et les membres élus. Oui. Donc, le président, il ne fait qu'acter quand les magistrats s'accordent. Ce que nous devons faire, parce que moi, je suis toujours dans la réponse que je dois vous donner pour l'indépendance du magistrat. Ce que nous devons faire au Sénégal, si nous voulons vraiment avancer et vraiment être en phase avec les réclamations qui viennent, en tout cas, du public, de l'opinion, c'est de demander, à l'occasion de la nomination à chaque poste, de faire des appels à candidature. Les magistrats l'ont toujours demandé. Ceux qui sont du grade correspondant au poste postulent. Un conseil supérieur, comme que je l'appelle dans mon truc, qui existerait, viendrait avec le ministre de la Justice faire le tri, la shortlist. Les 3 qui sont, en tout cas, qui sont les meilleurs profils, vont être soumis à la réunion que présidera la plénière que préside le président de la République. Donc l'appel à candidature peut régler le problème? Non, ce n'est même pas un appel à candidature. C'est une postulation. Moi, je l'appelle postulation. Parce qu'appel à candidature, ça peut être connoté. Je n'y vais pas. Okay. Nous l'appelons appel à candidature. À chaque poste, on appelle les gens qui ont le grade et qui ont l'ambition de l'occuper. Celui-là qui sortira de ces 3 noms qui seront proposés sous la présidence du président de la République sera un magistrat, légalement assis, légitimement assis. Son inamovibilité, parce que c'est ça notre souci aussi, son inamovibilité sera garantie. Et ça éviterait peut-être de voir la main de l'exécutif derrière. Parce que les déplacements subits ou sur la base d'une mauvaise humeur, ça n'existera plus. Il sera inamovible pendant au moins ces 3 ans. Ce magistrat, il exercera sa fonction avec indépendance, sans souci de se faire déplacer. Et on dira peut-être que on peut le faire. Mais de l'exécutif dont on parle souvent... Si l'exécutif veut vraiment assurer une transparence, et assurer une indépendance au magistrat, il va aller vers ces appels ces postulations à l'occasion des postes. Ce n'est pas tous les postes. Quand il voudra nommer le premier président de la Cour suprême, le procureur général après la Cour suprême et autres, il pourra le faire librement. Mais les postes qui sont quand même en phase avec la distribution effective du contentieux, on devrait appeler à la postulation. Donc pour avoir un réel pouvoir judiciaire, il faut, à votre avis, repositionner le Conseil supérieur de la magistrature dans le... Ramener à sa place normale dans le Conseil. Le Conseil n'est pas lisible. Ce sont les cours supérieurs qui sont lisibles. On parle du Conseil constitutionnel, on parle de la Cour des comptes, de la Cour suprême. Où est le Conseil supérieur qui donne la légitimité à tous ces magistrats aussi? Mais toujours avec la présence de l'exécutif. La présence de l'exécutif. Je ne vois pas, pourquoi on s'en passerait. Le président, je le dis et je le répète, et je défie quiconque de me contredire, il a une compétence liée. Très bien. Il a une compétence formelle. Au final, monsieur le médiateur, qui est responsable de quoi? Et comment, évidemment, réformer la justice pour véritablement arriver à ce que cette institution fonctionne comme tout le monde le voudrait? Moi, je pense que commençons d'abord par ne pas tout défaire. Évitons de tout défaire. Nous ne pouvons pas... Parce que, bon, quand les gens vous disent article 80, ça, c'est le Parlement. Ils n'ont qu'à aller au Parlement l'enlever. C'est facile. Ce n'est pas ça, les réformes.
il y a eu déjà une commission nationale de réforme du code pénal et du code de procédure pénale qui a travaillé sur ça pendant presque 5 ans, qui a déposé des conclusions sur des centaines de pages. C'est disponible. Les pistes de solutions existent. Tout ce que les gens disent là, c'est consigné, c'est dans les archives du ministère de la Justice, c'est déposé au niveau du Conseil, de la commission de réforme. Ceux qui ont présidé la commission sont là. Bon, toute cette proposition-là, disons, les assises pourront quand même en tout cas, faire communiquer. Il y a également une autre commission de réforme de la justice, de modernisation de la justice, qui a fait des propositions, je crois que c'est en 2014 ou quelque chose comme ça. Tout ça, ça existe. On a beaucoup réfléchi autour de la justice. Il suffit juste d'en faire un bon usage. Moi, je pense que c'est une très bonne chose que de convoquer ces assises parce que ça préjuge, ça me laisse préjuger de l'existence d'une volonté politique tendant à améliorer les choses. Moi, en tant que citoyen, j'applaudis les deux mains. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le médiateur. Je vous remercie. Demba Kandji, médiateur de la République, ancien président de la Cour d'appel de Dakar. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous dimanche prochain.